Aujourd'hui, nous nous penchons sur une affaire qui nous ramène au début du XXe siècle. Alors installez-vous confortablement tandis que nous partons pour les États-Unis. Edward Wheeler Hall a vu le jour le 12 juin 1881 dans le comté de Kings, à New York, au sein d'une famille profondément pieuse, très attachée à l'église épiscopale. Il était l'aîné des deux enfants, d'Edward Douglas Hall, un paroissien fervent et membre respecté de la communauté, et de Fanny Burtohid Hall, elle-même issue d'une lignée familiale ancrée dans une longue tradition d'engagement religieux. Ces deux parents accordaient une immense valeur à l'éducation et ont inculqué à leurs enfants un sens aigu du devoir et de la moralité. Edward a fréquenté les écoles locales de Brooklyn, où il a brillé dans ses études et manifesté très jeune intérêt pour les études religieuses. Ses parents ont encouragé sa curiosité intellectuelle et ont nourri sa foi naissante. Une fois ses études secondaires achevées, Edward a poursuivi un cursus supérieur où, en plus de recevoir une formation académique rigoureuse, il s'est également investi corps et âme dans les activités religieuses. Reconnaissant son potentiel, ses parents l'ont soutenu dans sa décision lorsqu'il a exprimé le souhait d'embrasser une carrière ecclésiastique. Après avoir terminé son premier cycle universitaire, il a intégré un séminaire de théologie à New York, où il a reçu une formation approfondie en théologie et en pastorale. Connu pour son éloquence, sa compassion et son dévouement, il est par la suite devenu le recteur de l'église épiscopale Saint-Jean l'Évangéliste à New Brunswick, dans le New Jersey. Il y était une figure très populaire. Ses sermons étaient salués pour leur profondeur, leur clarté, et son accompagnement des fidèles était grandement estimé. Il soutenait sans relâche communauté à travers de nombreuses activités sociales et caritatives, s'attirant ainsi respect et l'admiration de tous pour son charisme et l'attention sincère qu'il portait à ses paroissiens. En 1911, Edward épousa Frances Noel Stevens, une femme issue d'une éminente famille de New Brunswick, de 7 ans son aînée. Toutefois, dès l'échange des vœux, des murmures ont commencé à courir, insinuant que le véritable mobile du révérend pour ce mariage n'était pas l'amour, mais plutôt la fortune considérable de sa femme. En dépit de leurs origines sociales opposées, Edward, qui avait grandi dans un foyer modeste, et Frances, dont la famille était connue pour sa richesse, son influence, leur union paraissait heureuse. Cependant, ce que beaucoup ignoraient, c'est qu'elle était en réalité minée par des tensions latentes, notamment liées aux questions financières, aux conventions sociales et au penchant d'Edward pour certaines paroissiennes de sa congrégation. L'une de ces femmes se nommait Madame Helena Reinhardt Mills. Originaire de New Brunswick, où elle avait vu le jour en 1888, elle venait d'un milieu humble et était animée d'une vive passion pour le chant. En 1905, elle avait épousé M. James Mills, un homme dévoué qui partageait son temps entre le rôle de sacristain à l'église épiscopale Saint-Jean l'Évangéliste et son emploi à plein temps de concierge à l'école primaire Lord Sterling. Le couple a eu 2 enfants, Charlotte, née en 1906, et Daniel, qui a vu le jour 4 ans plus tard, en 1910. Helena était réputée pour ses contributions en tant que membre de la chorale de l'église épiscopale Saint-Jean l'Évangéliste. Non. Seulement chantait-elle lors des offices, mais elle participait également avec assiduité aux répétitions. Cependant, d'inquiétantes rumeurs avaient commencé à se propager, suggérant que Madame Helena Mills entretenait une relation inappropriée avec le révérend Edward Wheeler Hall. Le matin du 16 septembre 1922, un homme nommé Raymond Schneider et une jeune femme du nom de Pearl BMA se promenaient dans un coin isolé de Durus Lane, non loin de la ferme de Philippe, située à la périphérie ouest de New Brunswick. Apparemment, ils cherchaient des champignons. En s'approchant d'un pommetier sauvage, ils aperçurent un homme et une femme allongés sous l'arbre, les pieds tournés vers le tronc. Cependant, quelque chose semblait anormal. Le visage de la femme était couvert par un châle, et celui de l'homme était masqué par un chapeau. Raymond s'avança vers le couple, mais ils ne bougèrent pas. Anxieux, il souleva avec précaution le chapeau de l'homme et fut confronté à une vision macabre. L'homme était mort, abattu d'une balle dans la tête. Il retira ensuite le châle de la femme. Elle aussi était décédée, atteinte par 3 projectiles, une fois sous l'œil droit, une fois à la tempe droite et une fois au-dessus de l'oreille droite. De plus, sa gorge avait été tranchée.
Il semblait aussi que les corps avaient été délibérément positionnés d'une manière qui suggérait une mise en scène rituelle. Leurs bras avaient été placés de sorte qu'ils se frôlaient presque. Raymond et Pearl se dépêchèrent de partir pour avertir les autorités. 2 policiers arrivèrent peu de temps après et commencèrent immédiatement à inspecter la zone. Ils réalisèrent qu'il n'y avait aucun signe d'arme, ce qui indiquait que le couple avait probablement été assassiné. En examinant les environs de plus près, ils remarquèrent une carte de visite qui semblait avoir été soigneusement placée au pied de l'homme. Autour des corps étaient éparpillées des lettres déchirées. Les policiers les reconstituèrent patiemment, découvrirent qu'elles étaient remplies d'expressions d'amour et d'affection, ajoutant une dimension poignante et tragique à la scène. Au cours de leurs observations méticuleuses, les agents notèrent plusieurs détails clés concernant la femme. Elle portait une alliance, et à côté d'elle se trouvait un chapeau en velours bleu. Sa tenue était distinctive, une robe rouge à pois qui contrastait vivement avec l'environnement sombre. Ces détails ne fournissaient pas seulement des indices sur son identité possible, mais ajoutaient également à la mise en scène macabre à laquelle les enquêteurs étaient confrontés. Cependant, le début de l'enquête fut compliqué par un problème de juridiction. La scène de crime se trouvait près de la frontière entre les comtés de Somerset et de Middlesex. Bien que la police de New Brunswick, située dans le comté de Middlesex, soit arrivée la première, on découvrit rapidement que la scène de crime se situait en fait dans le canton de Franklin, dans le comté de Somerset. Pendant que les autorités s'efforçaient de résoudre cette confusion et que la nouvelle des 2 cadavres se répandait, dans de Russ Lane, le site fut soudainement envahi par des curieux morbides qui piétinèrent toute la zone et prirent même des souvenirs. La carte de visite circula, parmi la foule, contaminant davantage la scène. Par conséquent, les preuves matérielles furent gravement compromises, ce qui handicapa l'enquête dès le départ. Finalement, l'inspecteur George Totten, de la police du comté de Somerset, prit le contrôle de la situation. Il écarta la foule et organisa le transport des corps à la morgue, pour qu'une autopsie puisse y être pratiquée. Celle-ci fut menée par le médecin légiste, le docteur R.M. Long, qui conclut qu'ils étaient tous 2 morts depuis au moins 36 heures et qu'ils avaient été tués par une arme de calibre 32. Il ne put dire avec certitude s'ils avaient été tués à l'endroit même où ils avaient été finalement découverts. L'identification des corps ne prit pas longtemps. L'homme était Edward Wheeler Hall, le révérend de 41 ans de l'église épiscopale Saint John. C'était sa carte de visite qui avait été placée sur la scène. Sa disparition avait été signalée environ 24 heures plus tôt par son épouse, Madame Frances Stevens Hall. Elle avait déclaré à la police qu'elle n'avait pas revu son mari depuis la soirée du jeudi, 14 septembre. L'autre victime fut identifiée comme étant Madame Helena Reinhardt Mills, âgée de 33 ans. C'était une femme mariée, mère de 2 enfants, et quelqu'un que le révérend connaissait bien, puisqu'elle chantait dans la chorale de l'église. Mais qu'est-ce qui pouvait bien expliquer un crime aussi terrible contre 2 membres de la communauté locale, si respectés et appréciés? Alors que l'enquête se poursuivait, les inspecteurs découvrirent que la montre en or du révérend Hall manquait. Pourtant, son portefeuille, contenant quelques pièces de monnaie, fut retrouvé dans ses poches. Madame Mills portait des bijoux qui étaient restés intacts. Le 18 septembre, Madame Mills fut inhumée au cimetière de Van Leeuw. On rapporta que moins d'une douzaine de personnes en deuil étaient présentes et que là, gerbe du défunt révérend. Le révérend Hall fut enterré le même jour, au cimetière de Greenwood, à Brooklyn. La police était convaincue qu'elle trouverait bientôt là où les personnes responsables de ces meurtres. Ainsi, le lendemain des funérailles, le procureur a tout si le suspect était un homme ou une femme, ou dans combien de temps la personne pourrait être placée en détention. Les inspecteurs avaient eu connaissance de la relation inconvenante entre les 2 victimes, et c'était devenu l'élément central de l'enquête. Madame Helena Reinhardt, sa personnalité pétillante et son dévouement à la chorale de l'église. Cependant, son mariage avec James était, selon les dires, malheureux, marqué par des difficultés financières et une insatisfaction émotionnelle. Des gens qui la connaissaient avaient laissé entendre que cette insatisfaction l'avait rendue sensible aux attentions du révérend, dont le charme et la position sociale ont pu lui sembler être une échappatoire romantique à sa vie monotone et difficile. Bien que la police venait d'apprendre l'existence de cette liaison,
Les rumeurs concernant l'aventure entre Edward Wheeler Hall et Helena Reinhardt Mills étaient déjà connues au sein de la communauté de New Brunswick. Malgré leurs tentatives de discrétion, leurs fréquents rendez-vous privés et leurs interactions affectueuses n'étaient pas passées inaperçues. Les paroissiens et les habitants chuchotaient sur les rencontres clandestines du couple, et il était notoire qu'ils se retrouvaient souvent dans des lieux isolés, et même à l'intérieur de l'église. Cette relation illicite ne fournissait pas seulement un mobile pour les meurtres, mais ajoutait aussi une dimension sensationnaliste à l'affaire. Quand les corps furent découverts, avec des lettres d'amour déchirées à leur côté, l'enquête s'est transformée, passant d'un simple dossier de meurtre à une histoire sordide de passion et de trahison. Le public et la presse étaient fascinés par les détails scandaleux, et la liaison devint le point central de la couverture médiatique exhaustive. James Mills, désormais veuf, suite au décès de sa femme, était un suspect en raison de son lien direct, les victimes, et d'un mobile potentiel ancré dans le comportement de son épouse. Les enquêteurs supposaient qu'il aurait pu découvrir leur liaison et, mu par la jalousie et la rage, aurait commis les meurtres. En dépit de ses soupçons, James Mills semblait souffrir d'une détresse sincère et a pleinement coopéré. Face aux enquêteurs, il a présenté un alibi détaillé, affirmant qu'il se trouvait à son domicile, en train de travailler la nuit des meurtres, une version corroborée par ses 2 enfants et un voisin qui a déclaré à la police s'être plaint du tapage que M. Mills faisait. De plus, aucune preuve ne permettait de le lier à la scène de crime. Cependant, M. Mills a déclaré s'être rendu à l'église avant de se coucher, puis de nouveau, aux premières lueurs du jour, à la recherche de son épouse. Il y est retourné à 9h du matin, où il a croisé Madame Frances Stevens Hall, qui lui a appris que son propre mari n'était pas non plus rentré. Mademoiselle Charlotte Mills a indiqué aux policiers que, le jour de la disparition de sa mère, elle avait abordé avec elle la possibilité d'un divorce. Des témoins se sont manifestés, ayant vu Madame Helena Reinhardt Mills, seule sur le chemin de Russe, dans la soirée du jeudi 14 septembre. Le révérend Edward Wheeler Hall y avait également été aperçu vers 21h, minuit. La police a aussi appris que Madame Mills avait téléphoné au domicile des Hall à 2 reprises ce soir-là, sans parvenir à joindre le révérend. L'enquête cependant ne semblait guère avancée, si bien que fin octobre, elle fut confiée au procureur spécial Wilbur A. Mott. L'attention s'est alors détournée de M. Mills pour se porter sur Madame Frances Stevens Hall. C'était une femme à l'apparence austère et d'un calme extérieur. Les enquêteurs se sont demandé si elle avait eu connaissance de l'infidélité de son mari, et si, croyant qu'il était sur le point de la quitter, elle n'avait pas assassiné à la fois son époux, femme qu'elle jugeait responsable de sa trahison. Ils ont émis l'hypothèse qu'elle aurait pu faire cela afin de préserver son rang social et d'éviter une humiliation publique. Interrogée, elle a toutefois maintenu son innocence et a présenté un alibi solide pour contrer les accusations. Elle a prétendu que la nuit des meurtres, elle était chez elle, ce qui fut confirmé par sa domestique, une jeune femme nommée Louise. La police n'a pas été convaincue par cette version des faits et a poursuivi son enquête, mais pas uniquement sur Madame Frances Stevens Hall. Ils ont également enquêté sur ses frères, Henry et William. Henry était un personnage solitaire, connu pour son comportement imprévisible, tandis que William était réputé avoir des déficiences intellectuelles. Et bien sûr, tous deux avaient des mobiles potentiels pour protéger le meurtre de leur sœur et le nom de leur famille. Des témoins s'étaient manifestés pour dire qu'ils les avaient vus non loin de la scène de crime la nuit des meurtres, et leurs agissements après la découverte des corps furent jugés suspects. Néanmoins, le manque de preuves concrètes et le fait qu'ils appartenaient à une famille éminente, riche et de haut statut social ont compliqué les efforts pour monter un dossier solide contre eux. Bien que la police n'ait procédé à aucune arrestation, l'affaire des meurtres Hall Mills, comme la presse l'avait surnommée, est devenue célèbre dans tout le pays. Les journaux nationaux fournissaient quotidiennement comptes rendus et des récits sensationnalistes de l'enquête. Les détails scandaleux de la liaison entre le révérend Hall et Madame Mills, associés à la nature sordide de leur meurtre, avaient totalement captivé l'imagination du public. Une femme s'est alors présentée, devenant un témoin essentiel, mais controversé. Son nom était Madame Jane Gibson, que la presse a surnommée « la femme au cochon », en raison de son métier d'éleveuse de porcs.
Son témoignage sur les événements de cette nuit-là a ajouté encore plus de mystère à une affaire déjà ultra médiatisée. Elle a raconté aux policiers qu'elle avait été réveillée le 14 septembre par le son de voix fortes. Elle a raconté être sortie pour voir ce qui se passait et avoir aperçu 4 silhouettes. Dans la pénombre se trouvait une femme vêtue d'un long manteau qu'elle identifiera plus tard comme étant Madame Frances Stevens Hall. D'après Madame Gibson, elle a entendu une violente dispute et a vu un homme s'effondrer au sol après un coup de feu. Elle a également entendu une femme hurler « Non !» juste avant que d'autres détonations ne retentissent. Elle a ensuite affirmé avoir vu la femme tomber à son tour. L'enquête sur le meurtre du révérend Edward Wheeler Hall et de Madame Helena Reinhardt Mills avait été menée par Joseph E. Stricker, mais les autorités estimaient que les preuves étaient insuffisantes pour inculper qui que ce soit. Suite à cela, l'enquête fut réduite, laissant l'affaire non élucidée et enveloppée d'un voile de mystère. Durant les 4 années qui suivirent, l'intérêt du public pour cette affaire ne faiblit pas. Mais il fallut attendre 1926 pour que le prochain rebondissement majeur fasse surface. Celui-ci survint lorsque M. Arthur Real, qui en 1924 avait épousé Louise Gist, la domestique de Madame Frances, Stevens Hall demanda le divorce. M. Real affirma que sa femme lui avait confié que sa patronne savait que son mari projetait de la quitter pour s'enfuir, avec Madame Helena Mills. D'après sa déclaration, Madame Stevens Hall, accompagnée de ses 2 frères, aurait confronté le couple tard dans la soirée du jeudi 14 septembre 1922, à Durrus Lane. Les frères les auraient ensuite assassinés tous les 2 afin de protéger l'honneur de leur sœur. Il ajouta que sa femme avait été payée pour garder le silence sur ces événements. Lorsque ces allégations parvinrent à la presse, ravivèrent les soupçons et les spéculations autour de l'affaire. Bien que Madame Louise Real ait qualifié les propos de son mari de non-sens, la couverture médiatique s'ensuivit attira l'attention du gouverneur A. Harry Moore, le poussant à ordonner une seconde enquête. Cette décision marqua un tournant décisif, l'affaire, alors qu'un nouvel effort était entrepris pour découvrir la vérité et rendre justice, victime. Finalement, il fut décidé que les preuves étaient suffisantes pour poursuivre en justice. Madame Frances Stevens Hall, ainsi que ses frères, Monsieur Henry et Monsieur William Stevens. Un autre membre de la famille, du nom de Henry Carpenter, fut également inculpé au départ, mais ne passa jamais en jugement. Il n'était devenu un suspect qu'en raison de ses liens familiaux étroits, mais il disposait d'un alibi pour la nuit du crime et les preuves manquaient contre lui. Cependant, avant le début du procès, on découvrit que le rapport d'autopsie original de Madame Helena Mills avait été égaré. En conséquence, son corps fut exhumé et une nouvelle autopsie fut pratiquée. Celle-ci mena à une nouvelle et sinistre découverte. La nuit de son meurtre, on lui avait coupé la langue. Le procès débuta finalement le 3 novembre 1926 à Somerville, dans le New Jersey. Il s'avéra être un grand spectacle, attirant une attention considérable du public et des médias. Madame Stevens Hall engagea la meilleure équipe de défense possible, menée par Robert H. McCarter, un avocat de grande renommée. Les dépositions de divers témoins dépeignirent un tableau de jalousie, de conspiration et d'une possible dissimulation. Particulièrement marquant fut le témoignage de Jane Gibson, surnommée « femme au cochon ». Bien qu'en phase terminale et amenée au tribunal sur un lit d'hôpital, son récit attira une attention considérable. Cependant, l'accusation peina établir sa crédibilité en tant que témoin. Ses déclarations étaient truffées d'incohérences, et ses descriptions des événements qui s'étaient déroulés le soir du 14 septembre 1922 avaient changé à de multiples reprises. Ceci, ajouté à sa personnalité excentrique, sa personnalité a fait d'elle la cible des moqueries de la défense et de la presse. Il y avait pourtant des témoins crédibles, comme cet homme qui a certifié avoir aperçu Henry Stevens, près du pommier sauvage le jour des meurtres. Cependant, sa déposition tardive, survenue plusieurs mois après les assassinats, a permis à la défense de discréditer son témoignage. Fait troublant, une empreinte digitale appartenant à William Stevens a été relevée sur la carte de visite qui avait été déposée, au pied d'Edward Wheeler Hall. Toutefois, la défense a fait valoir que la scène de crime, ayant été compromise, laissait supposer que la carte avait été manipulée par de nombreuses personnes,
ce qui, une fois de plus, en réduisait l'importance. En fin de compte, les preuves restaient circonstancielles, permettant à la défense de mettre efficacement en évidence l'absence de preuves tangibles, reliant leurs clients au crime. Le procès s'est terminé le 3 décembre 1926 et le jury a déclaré les 3 accusés non coupables. Un verdict n'a fait qu'épaissir le mystère et la fascination du public pour cette affaire. Après le procès, Madame Frances Stevens Hall a tenté de retrouver une vie normale, mais le stigmate de l'affaire persistait. Elle est restée à New Brunswick et a continué à vivre dans la maison qu'elle avait partagée avec Edward. Elle est décédée en 1942, sans jamais se remarier, ni aborder de nouveau publiquement l'affaire. Au fil des décennies, de multiples théories ont émergé sur les motivations, l'identité des responsables de ce crime atroce. La théorie la plus directe suggère que les meurtres étaient motivés par la jalousie et le désir de préserver l'honneur familial. Madame Frances Stevens Hall, humiliée par la liaison de son mari, ayant possiblement demandé à ses frères de tuer Edward et Helena. Une autre théorie suggère un vol qui aurait mal tourné, où Edward et Helena auraient été abattus après avoir été découverts par des voleurs. Cependant, l'absence d'objets de valeur manquants